Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici nous ne parlons que des réalités, rien que des réalités, même si ça choque. Donc ici, tout ce que nous faisons, c'est du hardcore. Je comprends que tout le monde n'est pas fait pour du hardcore. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, je vais profiter pour dire à tous ceux qui sont en train de signaler, ou bien tous ceux qui sont en train de saboter mes vidéos, ma chaîne, passez votre chemin si vous ne pouvez pas supporter le hardcore. Le hardcore, c'est pas pour n'importe qui. C'est pour les gens qui ont le mental pour pouvoir supporter cela. Il se peut que pour la première fois, que ça ne vous plaise pas. Mais peut-être avec le temps, ça devient bon. Mais il y en a des gens qui ne pourront jamais le supporter. Donc, ces gens-là, laissez le hardcore pour les gens qui peuvent le supporter. Et arrêtez vos petites... moi, j'appelle ça des conneries. Arrêtez ça. Si vous ne pouvez pas supporter, passez votre chemin. Vous passez votre chemin tranquillement. Et vous laissez la chaîne pour les gens qui peuvent supporter du hardcore. Ici, on ne fait pas le missionnaire ici. On n'est pas à ce niveau. Vous avez compris? Et donc, je ne veux plus voir ce genre de bêtises. Vous pouvez continuer, ça vous engage, mais moi je m'en fous. Ouais, un peu. Je vais profiter en même temps pour vous dire, pour vous expliquer quelques trucs sur ma chaîne. Mon nom c'est King of Kingsland, le bâtisseur. L'un de mes attributs, c'est King of Kingsland, the Unbreakable. Voilà. Pour ceux qui parlent anglais. Ça, c'est l'un de mes attributs les plus forts. The Unbreakable. Donc, vous qui êtes en train de saboter la chaîne ou bien de saboter les vidéos, faites attention. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces, mais faites attention. Je vais vous expliquer 2 trucs sur la chaîne. Peut-être que ça peut vous éclaircir la mémoire. Si vous voyez la photo de fond, vous allez voir quoi? Vous voyez que c'est une femme et puis un homme. Vous pensez que c'est au hasard? Ce n'est pas au hasard. Tout ici est calculé. On ne vient pas dire les choses ici au hasard. Donc vous laissez vos petits trucs là et vous passez votre chemin. L'homme et la femme que vous voyez sur le fond, c'est pour ce but-là que cette chaîne est créée. C'est pour travailler, pour arriver à ce but. C'est pour établir de l'ordre dans la nature humaine et dans la société humaine. Mais en ce qui concerne la photo de profil, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une petite ampoule au milieu de l'obscurité. C'est juste pour dire que le monde est plein de ténèbres et qu'il y a une petite lumière. Et c'est cette petite lumière, quelle que soit sa quantité, qui va éclairer tout le monde. Donc ici, nous vous apportons que des réalités. Que ça vous choque ou pas, ça c'est votre problème. J'espère que maintenant vous avez saisi le sens de cette chaîne. Donc ici, on fait, je le répète, du hardcore. Rien que ça. Donc les gens qui ne peuvent pas supporter le hardcore, vous passez votre chemin. Vous laissez ceux qui jouissent du hardcore jouir du hardcore. Ceci dit, on va se lancer dans un autre épisode du hardcore. Et l'épisode d'aujourd'hui va concerner
le mariage. En fait, ce n'est qu'un remix. Hein? Ce n'est qu'un remix. C'est vrai que j'ai un peu perdu du temps au début, mais il le fallait. Donc, l'épisode d'aujourd'hui n'est qu'un remix d'un sujet qui a été déjà fait. Si il y a des remises qui sont en train de se faire, c'est toujours à cause des parasites comme ça qui viennent parasiter la chaîne. Ouais, un peu. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le mariage est un business. Ouais, ici, nous, on travaille comme des scientifiques. Parce que quand vous prenez un article scientifique, ce que vous voyez pour la première fois, en anglais, on appelle ça l'abstract, ou bien le résumé, je sais pas. Le premier paragraphe que vous lisez quand vous prenez un article scientifique. Donc, c'est pourquoi je vous donne en même temps le résumé ici, sous forme de sujet. Comme ça, vous savez déjà de quoi on va parler. Si ça vous intéresse, vous restez. Si ça ne vous intéresse pas, vous taillez. On s'en fout. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le mariage est un business. Un vrai business organisé. Et je vais détailler tout, ou bien presque tout ce qui concerne le mariage aujourd'hui. Nous disons que le mariage est un business et vous allez le comprendre tout de suite. D'abord, allons à l'origine du mariage pour voir son commencement. Je vais donner quelques sources pour faciliter la tâche à ceux qui veulent faire des recherches. Ceux qui posent souvent la question d'où sort-il ce genre de conneries. Ici, on ne raconte pas des choses parce que on a trop mangé ou bien parce qu'on a trop d'émotions. Non. Ici, on raconte des choses pour des gens avertis. Voilà. Donc, si vous allez sur le site www.mariage avec s.net, mariage.net, mariage il y a S à la fin. Sur ce site, on nous indique que dans l'Égypte ancienne, on se mariait pour imiter les divinités qui allaient presque toutes par paire. Ça, c'est ce qui se faisait dans l'Égypte ancienne. C'est pour ça que les gens se mariaient pour ressembler aux divinités. Pour ceux qui connaissent les histoires de l'Égypte ancienne, vous allez voir que là-bas, ils ont cette vie idéologique de toujours marcher par paire. Ils ont leur raison. Donc c'est pour ça que les gens se marient là-bas. Maintenant, en Grèce antique, l'union, toujours selon cette source sur ce site, en Grèce antique, l'union entre l'homme et la femme était vue comme nécessaire à la survie de l'espèce. C'était alors au père de choisir pour sa fille un mari qu'elle ne rencontrerait que le jour de son mariage. Bien loin des déclarations d'amour et demande en mariage originales. Bon, c'est conneries qu'on voit de nos jours. Donc, il s'agit ici d'un contrat établi entre deux familles pour leur bénéfice réciproque scellé par l'apport d'une dot de la part de la famille de la mariée. On n'a pas dit de l'époux ici. On a bien dit de la famille de la mariée. La dot vient de là. C'est ce qui se faisait en Grèce antique. En Rome antique, le mariage connaît déjà une série de rituels comme l'enlèvement de la mariée par les amis du marié en fin de repas de noces ou encore le fait de porter la mariée sur le pas de la porte pour éviter qu'elle ne trébuche. Les fiançailles sont ici plus importantes que le mariage en lui-même et pour la première fois, un anneau de fer est échangé. Ancêtre lointain de nos alliances actuelles. J'espère que tout le monde voit le début des alliances que nous mettons au doigt aujourd'hui. Il ne faut pas faire les choses pour les faire. Il faut faire les choses avec raison. Il ne faut pas imiter les gens juste pour imiter. Il faut imiter parce que c'est bon. Donc, d'après ce site, toujours, au Moyen-Âge, le christianisme s'empare de l'institution du mariage et en fait l'un des grands sacrements au même niveau que le baptême ou encore l'Eucharistie.
Contrairement à l'Antiquité où le contrat de mariage était une affaire privée. Vous voyez un peu. Dans l'Antiquité, c'était une affaire privée entre deux familles. C'était un contrat de business bien établi. Mais au Moyen-Âge, le christianisme vient s'emparer de cette institution. Il va se l'approprier. Donc, la publication des bans devient ici obligatoire, notamment pour lutter contre les mariages clandestins. Ça, c'est l'Église qui instaure ça. Je veux dire le christianisme. Donc, toujours d'après ce site, dans les temps modernes, si l'on parle déjà au Moyen-Âge de mariage consensuel, il faudra attendre au XVIIIe siècle pour voir apparaître une réelle idée de libre consentement et de mariage d'amour. On est, cela dit encore, bien loin des bouquets de roses et autres tests d'amour. L'idée de consentement libre connaissant de farouches s'opposant, on peut cependant parler des prémices d'une révolution sentimentale. Le mariage d'amour va se substituer petit à petit au mariage de convenance au cours du 19e siècle dans un même élan de recherche de plus d'égalité entre hommes et femmes. C'est d'autre part en 1792 que le mariage civil est instauré pour la première fois et qu'il devient obligatoire de s'unir civilement avant de pouvoir s'unir religieusement. Il faudra attendre en 1884 pour que le divorce devienne une démarche légale. Vous voyez comment le mariage a connu son évolution, ses débuts jusqu'à sa transformation jusqu'au nos jours. Donc il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas une affaire d'amour ni de... C'est une affaire de business. C'est un vrai business. Toujours d'après ce site, de nos jours, le mariage comporte depuis toujours un ensemble de droits et de devoirs comme la fidélité, la solidarité et l'assistance entre les époux. Si certaines règles sont restées les mêmes au fil des années, d'autres ont évolué avec le temps, comme par exemple le fait qu'il est aujourd'hui possible pour les couples de même sexe de se marier. Vous voyez l'évolution du mariage. Et donc, de nos jours, d'après ce site, les droits et devoirs à respecter sont la fidélité, la solidarité, l'assistance entre les époux. Donc, en temps normal, de nos jours, si ces droits et devoirs ont des manquements, en fait, il n'y a plus de mariage. Parce que c'est un contrat. Et ce sont les articles ou bien les points du contrat, ça. Donc, si ces points-là ne sont plus respectés, en temps normal, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'association, il n'y a plus de collaboration. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Le mariage est un type d'entreprise. Il ne faut même pas penser à autre chose. C'est une entreprise. Donc, on continue. Sur Wikipédia, le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Vous voyez les termes qu'on utilise. Union conjugale contractuelle et ou rituelle, durée illimitée, déterminée, indéterminée, institution juridique ou religieuse. Tout ça là, c'est le business. C'est le business qu'on traite comme ça. Quand vous engagez une prostituée, vous êtes en train de faire de business. Elle vient, elle vous rend un service, vous lui payez son argent et puis elle part. C'est comme ça. Et en fonction du service qu'elle vous a rendu, vous lui payez plus. C'est comme ça que le business marche.
Et donc, dans le monde de la prostitution, il y a toujours les proxénètes, des gens qu'on appelle les pimps en anglais, ceux qui gèrent ce business. Et ce phénomène-là a évolué. De nos jours, ce n'est plus de la même façon que ça se fait. Bon, un autre jour, je vais parler en détail sur ce genre de trucs. Voyons un peu. Revenons au mariage. Donc, d'après Wikipédia, le terme mariage désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution en définissant les règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Vous avez compris. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Moi, à mon avis, si jamais il va y avoir un mariage, c'est juste pour garder la structure de la société. Sinon, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Si ce n'est pas pour garder une structure de la société, à quoi ça sert? Donc, vous-même, vous voyez les termes utilisés. Le mariage est une union contractuelle. C'est un business. Il n'y a qu'un contrat qu'on présente sous cette forme-là. Et quand est-ce qu'on fait un contrat? Eh bien, lorsqu'on fait du business, c'est en ce moment qu'on fait un contrat. Hein? C'est un business. Ça n'a rien à voir avec ce que vous appelez amour, mes chers. Rien du tout. Si ça avait rapport avec l'amour, tout le monde serait marié déjà. Si ça avait rapport avec l'amour, n'importe qui épouserait n'importe qui. Donc, on continue avec Wikipédia. Les formes varient d'une société à une autre. Et parfois, au sein de la même société, les mariages diffèrent dans les conséquences matérielles de l'engagement matrimonial. Droits et obligations des époux, modalités de rupture, solidarité de dette, etc. Par des conditions à remplir par les époux pourraient être mariables. Possibilité ou non de mariage homosexuel, de mariage mixte, de remariage, de mariage consanguin, de mariage non consenti. Tout ça là, c'est de mariage. Par le statut qu'il confère au sein de la société. Possibilité d'adoption, suspension de la personnalité juridique d'un des époux, par le déroulement du rite célébrant le mariage, par la symbolique associée à son engagement religieux ou civil, mariage d'amour, mariage arrangé ou mariage blanc, etc. Tout ça là, c'est les mariages. Par les conséquences sociales de l'union des époux, alliance entre familles. Vous voyez un peu? Donc, tout ça là, c'est ce que Wikipédia raconte sur le mariage. L'importance du mariage diffère également selon les sociétés. Tout à fait normal, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, notamment en fonction de la présence ou non d'autres formes de conjugalité. Union libre entre parenthèses, union libre, concubinage, union civile. Des formes de celle-ci et du degré d'acceptation de ces modes de vie plus informels par la société. Donc ça, c'est la première définition du mariage selon Wikipédia. Maintenant, Wikipédia nous envoie dans la Grèce antique. Je donne plusieurs sources, comme ça chacun va voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc dans la Grèce antique, les hommes se distinguaient des dieux, notamment par la nécessité de veiller à la survie de leur espèce. Grâce à l'union des femmes et des hommes pour distinguer l'être humain des autres animaux. Le mariage était donc un outil social qui légitimait les enfants qui en naissaient et la transmission des héritages, voire du statut social. La femme grecque ne possède ni droit juridique ni droit politique. Toute sa vie, elle doit rester sous l'autorité d'un tuteur. Et ce tuteur, c'est d'abord son père, ensuite son époux. Le premier, c'est-à-dire son père, lui choisissant un mari qu'elle ne voit pas avant le jour des noces, qui intervient généralement entre 15 et 18 ans. Le mariage, appelé littéralement le gage
ou la caution, entre parenthèses, est un acte privé. Un contrat conclu entre deux familles. Vous avez bien entendu, c'est encore un business, d'après Wikipédia aussi. Avec sa propre personne, la jeune mariée apporte également sa dot dans la famille de son mari. Généralement, un homme plus âgé sorti de l'éphébi. Les cérémonies consistent essentiellement en un banquet. Vous voyez, sur Wikipédia aussi, on nous dit toujours que c'est un contrat et que c'est la femme qui paie la dot au mari. Mais en Afrique, nous, on a gardé ce genre de conneries, on se les a appropriés, on se dit c'est notre tradition. Ça, c'est pas notre tradition. Un jour, je parlerai de la tradition africaine. Ça, c'est pas la tradition africaine. Ça, c'est des trucs que les Africains ont gardés quand ils ont rencontré les autres peuples. Vous voyez un peu. Les histoires que c'est l'homme qui va payer la dot, etc. Ça n'existait pas en Afrique. La dot est venue d'ailleurs. Et elle a été transformée avec le temps. Pour servir des intérêts commerciaux, purement commerciaux. Des intérêts uniquement capitalistes. Donc, d'après Wikipédia, dans le judaïsme antique, le mariage est précédé de fiançailles à la suite d'un contrat. Toujours, on parle toujours de contrat. Encore du business. Donc, dans le judaïsme antique, le mariage est précédé de fiançailles à la suite d'un contrat conclu par le prétendant ou sa famille avec le père de la jeune fille. Si celle-ci a moins de 12 ans et demi, qui marquait l'acquisition de celle-ci par son futur époux. C'est-à-dire, le contrat conclu par le prétendant ou sa famille avec le père de la jeune fille qui marquait l'acquisition de celle-ci par son futur époux. C'est ce que le contrat veut dire. Donc, vous voyez le mot qu'ils ont utilisé, l'acquisition. Donc, eux-mêmes, ils considéraient la femme comme un objet. Vous voyez un peu. L'acquisition, ça veut dire achat ou acquis. Donc, ici, on objectifie la femme. Donc, les femmes, réveillez-vous. On ne doit pas vous acheter pour prétexte de mariage. Ce que vous pensez que vous êtes en train de faire, vous postez la photo sur... Vous êtes acquis. C'est ce que le mariage veut dire. Donc, les femmes, à partir de leur majorité, c'est-à-dire 12 ans et demi, la jeune fille dispose d'elle-même et perçoit la somme donnée par son futur époux, traité de Kiddushin. Vous pouvez vérifier. Les fiançailles ne pouvant être dénoncées que par un acte de divorce sont suivies après une année du mariage à la suite duquel la mariée entre sous la possession du mari. La mariée entre sous la possession du mari. Possession du mari. Le mari s'engage à la nourrir, la vêtir et honorer sa couche. Les jeunes gens se marient, les jeunes filles entre l'âge de 12 ans et demi, correspondant alors à l'âge de la majorité, et 14 ans, et entre 18 et 24 ans pour leur époux. Ou un peu. Pour les filles, c'était 12 ans et demi à 14 ans, c'était prêt pour être marié. Chez les hommes, c'est 18 ans à 24 ans. Donc, les droits de l'époux sont limités à une discussion rabbinique du Talmud de Jérusalem explique que l'acquisition d'une épouse ne diffère pas fondamentalement de celui d'un esclave. Regardez-moi ces choses. Ça, c'est d'après une discussion rabbinique du Talmud de Jérusalem. Et c'est de ces endroits-là que nous viennent les religions. Mesdames, réveillez-vous. Ne vous glorifiez pas trop avec ces histoires de mariage. C'est juste un achat. Donc, dans le judaïsme antique, d'après Wikipédia, c'est ce qui se faisait. Maintenant, toujours d'après Wikipédia, chez les Babyloniens, dans chaque bourgade, ceux qui avaient des filles nubiles les amenaient tous les ans dans un endroit
où s'assemblait autour d'elle une grande quantité d'hommes. Un crieur public les faisait lever et les vendait toutes l'une après l'autre. Il commençait d'abord par la plus belle et après en avoir trouvé une somme considérable, il criait celle qui en approchait davantage. Mais il ne les vendait qu'à condition que les acheteurs les épouseraient. Tous les riches babyloniens qui étaient en âge nubile, en chérissant les uns sur les autres, achetaient les plus belles. Quant aux jeunes gens du peuple, comme ils avaient moins besoin d'épouser de belles personnes que d'avoir une femme qui leur apporta une dot, donc chez les Babyloniens, les pauvres, ils se mariaient pour percevoir les dots. Vous comprenez? Donc, eux, ils prenaient les plus laides avec l'argent qu'on leur donnait. Ils s'en foutaient que la femme soit laide ou pas. Il prend une laide et puis il prend l'argent parce que c'est l'argent qui lui importe, la dot. Ou un peu. En effet, le crieur n'avait pas plutôt fini la vente des belles qu'il faisait lever la plus belle et la plus laide, excusez-moi, ou celle qui était estropiée s'il s'en trouvait. La criait au plus bas prix, demandant qui voulait l'épouser à cette condition. Elle adjugeait à celui qui en faisait la promesse. Ainsi, l'argent qui provenait de la vente des belles servait à marier les laides et les estropiés. Vous voyez comment les gens se débarrassaient des femmes chez les Babyloniens. C'est qu'on vient, on vous donne une femme et puis on vous donne de l'argent si elle est laide. Et si elle est belle, quelqu'un vient l'acheter. Vous voyez un peu? Je n'invente rien, c'est des trucs que vous allez trouver sur Wikipédia. Vous allez trouver tous ces trucs-là sur Wikipédia. Ce n'est pas des inventions. Donc, vous voyez l'origine du mariage. C'était une vente aux enchères des belles filles pour les riches, mais une offrande des laides pour les pauvres. Mais aujourd'hui, on dérange la société avec ça. On ruine les hommes avec ça. C'est que dès que les hommes sont nés, on les travaille pour se marier un jour. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et de nos jours, les femmes pensent avoir accompli une mission sublime sur cette terre en se mariant. Mais je sais pourquoi elles se sentent comme ça. Je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Et vous allez comprendre tout. Mais donc, vous êtes juste vendus. C'est ça la réalité. C'est triste, mais c'est ça. Donc, il n'était point permis à un père de choisir un époux à sa famille, à sa fille plutôt. Et celui qui avait acheté une fille ne pouvait l'amener chez lui, qu'il lui donnait caution de l'épouser. Lorsqu'il avait trouvé des répondants, il la conduisait à sa maison. Si l'on ne pouvait s'accorder, la loi portait qu'on rendrait l'argent. Donc ça, c'est ce qui se faisait chez les Babyloniens. Vous voyez? Maintenant, une troisième source. Il y en a plein de sources. Sur le site www.adamance.com, vous allez trouver dans la rubrique Histoire du mariage. Et il dit ceci. Dans l'Antiquité, l'institution du mariage était garante de la survie de l'espèce, mais aussi de la reconnaissance de paternité. Vous voyez que presque toutes ces sources se ressemblent. Le mariage d'amour tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Le mariage représentait avant toute chose une alliance entre deux clans, entre deux familles. L'enjeu était alors la possession de biens, de terres ou de bétail, mais aussi la protection obtenue par alliance. Vous voyez encore qu'il s'agit de biens et de ressources. C'est un vrai business organisé et légalisé par la religion et l'État. Il ne s'agit que de ça. Si elle n'était pas purement et simplement kidnappée, on parle de la fille bien sûr, par son futur époux, la jeune fille entre 12 et 14 ans était donnée en mariage après plusieurs transactions. Les transactions. Suivez bien les mots. Ce type de mariage s'effectuait en deux étapes. La transaction et la remise de la dot.
L'entrée de la jeune fille dans son nouveau foyer s'effectuait parfois plus tard et comportait elle aussi plusieurs étapes. C'est où on parle de transaction, si ce n'est pas dans un business. Il n'est en aucun cas d'amour quand on parle du mariage, tel qu'on le pratique depuis toujours. Il n'a jamais été question d'amour, même jusqu'à aujourd'hui, que personne ne vous trompe. Une preuve encore est qu'autrefois, les mariages entre les États étaient des mariages purement politiques, soit pour finir une guerre, soit pour garantir les échanges commerciaux, ou soit encore pour garantir la gouvernance et la souveraineté d'un État, ou encore pour assurer la pérennité d'un royaume de père en fils. Et cela, l'histoire nous enseigne cela. Si vous lisez l'histoire des plus grands empires ou bien des plus grands royaumes du monde, vous allez voir des mariages qui ont été célébrés comme ça, juste pour garantir la continuité de l'empire ou bien du royaume. Il y a plein d'histoires. C'est où on vous parle d'amour. Réveillez-vous. Le sommeil a assez duré. Au vu, moi je suis fatigué des sources, il y en a plein. Au vu de tout ce qui a été dit au-dessus, concernant le mariage, son origine, sa transformation, ses différentes formes, etc., on peut comprendre que le mariage tel qu'il a été fait et continue d'être fait est purement et simplement un business. Ok? C'est un business. Le pourquoi il faut signer les contrats, le pourquoi il faut apporter les témoins. S'il était question d'amour, je vois une fille, on se plaint, on se marie, on n'a pas besoin de témoins. C'est une histoire qui nous concerne nous deux. C'est parce que c'est un business qu'il faut apporter les témoins. C'est parce que c'est un business qu'il faut aller à l'état civil ou chez le prêtre. Sinon, deux personnes se marieraient sans le consentement ou le témoignage de qui que ce soit. Si c'était basé uniquement que sur de l'amour. Alors qu'on arrête de nous casser les oreilles avec l'amour comme étant la raison des mariages. Ce n'est en aucun cas cela. Maintenant, là où nous sommes dérangés, étant donné que le mariage est un business, si on se base sur la façon dont il est célébré de nos jours, dans un business, chaque partie engageante dans ce processus de business, qui ici est le mariage, devrait quand même bénéficier de quelque chose. C'est ça le business. Le business, c'est je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. C'est le troc. Mais force est de constater que de nos jours, seule une partie bénéficie du mariage et cette partie, c'est la femme. Je m'explique. Au moins autrefois, même si je n'approuve pas la façon dont c'était fait, on pourrait dire que bon, c'était un peu presque équitable, un peu plus juste. Puisque c'est celui qui va profiter, qui paye les choses. Donc on peut dire que c'était un peu juste. Mais les choses ont changé. De nos jours, celui qui ne profite de rien, celui qui fait tout, celui qui paie tout. Voilà, je vais m'expliquer. Ce que je veux dire en fait, c'est que dans la plupart des cas, c'est la femme qui veut et qui a besoin de mariage. Et pourquoi cela? Elle a besoin du mariage pour sa survie, pour être validée auprès de la société, et ensuite, à cause des gains que le mariage peut lui apporter. Et donc, les choses que le mariage apporte à une femme ici, je vais les citer. Le mariage, par exemple, j'ai déjà cité 2 ou 3 déjà. La validation sociale. Ça, c'est très important pour la femme. Vous savez que les femmes, quand elles ne sont pas mariées, c'est une pression constante sur leurs épaules. Ça les dérange. Il faut qu'elles soient mariées pour ressembler aux autres. Je vous ai dit que la femme suit le groupe. Et c'est quel groupe elle suit? Ce n'est pas le groupe des hommes. Elle suit le groupe des femmes. Ce que les autres femmes disent, c'est ça qui compte pour la femme. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte pour la femme. Elle s'en fout complètement des hommes.
Donc, le mariage va lui apporter la validation sociale, qui est très importante pour elle. Ça va lui apporter un toit gratuit, un sexe gratuit à volonté. Parce que vous savez que généralement les hommes ils sont prêts à tirer tout le temps. Donc il suffit seulement que la femme claque du doigt et puis c'est fait. Dès que le besoin bien l'envie le prend, elle peut l'obtenir gratuitement. Le mariage va lui apporter de la bouffe gratuite. Ça va lui enlever des responsabilités qu'elle n'avait déjà pas quand elle vivait avec ses parents. Donc c'est un transfert de responsabilité de ses parents au futur mari. C'est-à-dire que quoi? Ces factures vont être payées par une autre personne. Bref, une prise en charge, quoi. Ouais, un peu. Ses vêtements, ses sorties, tout ça là, ce serait payé par une autre personne. Le mariage va lui apporter une sécurité et une protection. Quel genre de sécurité et quel genre de protection? J'espère que tout le monde a déjà entendu les femmes se plaignent tout le temps. Souvent quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux, tu recherches chez un homme, elle va te dire, je recherche de la sécurité ou bien de la protection. J'aime un homme qui me protège. Vous protégez de quoi? Des animaux. Il n'y a plus les animaux qui mangent les gens. Le monde a assez évolué. Donc quand elle parle de la protection, elle ne parle pas des animaux. Un peu. Elle parle de la protection quand il s'agit des petits querelles. Bon, bref, les petites conneries qu'elle a l'habitude de faire. Au moins, si elle a sous votre toit, vous allez tolérer ce genre de choses. Donc, vous la protégez en fait. Et puis, vous allez la protéger contre les conneries de la société. Peut-être contre les voisins. S'il y a querelle, si elle va chercher des problèmes quelque part, vous allez vous pointer pour la défendre. Tout ça, c'est de la protection. La sécurité, maintenant, il s'agit de la sécurité financière. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus de soucis à se faire. Qu'est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais me débrouiller? C'est pourquoi elle parle de la sécurité. C'est pas une sécurité que vous êtes son gardien, vous gardez la maison. Non. Elle s'en fout de ça. Maintenant, un autre apport que le mariage apporte à la femme. Elle gagne sur le plan émotionnel et affectionnel. Vous savez que le cerveau est composé de 3 parties. C'est-à-dire la partie limbique, la partie reptilienne, la partie qu'on appelle néocortex. Je vais faire une vidéo pour détailler tout ça. Vous allez comprendre pourquoi l'homme et la femme fonctionnent de la façon dont ils fonctionnent. Et la partie limbique, c'est la partie qui est attachée à la socialisation. Et vous savez que la femme aime tout ce qui est socialisation. Pourquoi elle aime tout ce qui est socialisation? Parce que c'est la survie pour elle. C'est tout ce qui l'importe. Donc le mariage va lui apporter ça aussi. C'est-à-dire qu'elle va gagner sur le plan émotionnel et affectionnel. Donc cette partie limbique-là concerne toutes ces choses. Vous voyez un peu. Donc étant ensemble, il y a même des études qui ont été faites qui prouvent que les couples mariés vivent plus longtemps. En fait, cette étude n'a pas bien expliqué les choses. Ce que cette étude veut dire, c'est que quand les gens ont lu ça, ils ont interprété ça à leur façon, que le mariage fait que les gens durent. C'est pas le mariage qui fait que les gens durent. Que vous soyez marié ou pas, si vous êtes un couple et que vous êtes heureux, vous durez plus dans la vie. C'est scientifique et biologique. Parce que les émotions positives font durer les êtres humains, tout simplement. Donc, les gens qui sont mariés et qui sont heureux durent. Ceux qui sont mariés et qui ne sont pas heureux, eux, ils meurent plus vite que les célibataires. Ou un peu. Et donc, quand la femme se marie, elle a ce soutien émotionnel et affectionnel. Donc, dès qu'elle a envie, vous savez que des fois, elle a envie de pleurer. Pour rien, des fois, elle est triste pour rien. Donc, l'homme est là pour lui assurer toutes ces choses. C'est aussi un gain pour elle. Elle va encore gagner quelque chose de très très important. Les enfants. Les gens disent souvent que les enfants appartiennent à l'homme. C'est faux. C'est ce que
les hommes croient, ou bien c'est ce que la société fait croire aux hommes. Les hommes n'appartiennent pas à l'homme. Pourquoi les enfants n'appartiennent pas à l'homme? Pourquoi les enfants n'appartiennent pas à l'homme? Les enfants n'appartiennent pas à l'homme parce que c'est la femme qui sait vraiment et qui décide qui est le père de son enfant. Je dis ça parce que c'est elle qui contrôle la sexualité. C'est pourquoi vous allez voir des femmes aller prendre des enfants et ramener dans le couple de leur mari, sans que le mari ne le sache. Donc les enfants l'appartiennent. La paternité de ces enfants est sa responsabilité aussi. Et quand les enfants grandissent, souvent la personne qu'elles servent le plus, c'est leur maman. Ça n'a jamais été leur père. Généralement, c'est comme ça. Donc les enfants n'appartiennent en aucun cas au papa, même si c'est le papa qui détermine le sexe de l'enfant. Je m'expliquerai un autre jour pour ça aussi. Voilà un peu. Ça, c'est ce qui concerne les enfants. Un autre gain, c'est que en cas de divorce, dans la plupart des pays qui sont développés, la femme gagne presque tout ou la moitié des biens, souvent appartenant à l'homme. C'est-à-dire que l'homme va mettre peut-être une vingtaine d'années pour se construire. Il va épouser une femme. Et le jour qu'ils vont divorcer, la femme prend tout. Et on va lui mettre même à la rue. On va le mettre à la rue. Il n'a qu'à le se débrouiller. En plus de ça, elle va recevoir les pensions alimentaires si jamais ils ont des enfants, des allocations. Dans le pire des cas, c'est que des fois, on lui donne même la garde de l'enfant, bien des enfants. Et l'homme, tout simplement, on le jette dehors. Il n'a qu'à aller se débrouiller. C'est que toute sa souffrance de toutes ces années peuvent être réduites en un rien de temps à la poussière. Ouais, un peu. Vous savez, vous êtes des hommes. En tout cas, pour les gens qui écoutent ce podcast. Vous savez comment il est difficile de se faire de l'argent. Et vous vous imaginez dans cet état. C'est ça qui fait que certains hommes se suicident. Voilà, quand tu passes une vingtaine d'années, parce que devenir un homme, c'est très difficile. C'est vrai que vous naissez homme. Mais aux yeux de la société, vous devenez un homme. Vous voyez un peu? Donc, devenir un homme, c'est très difficile. Donc, il faut beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'années de connaissances pour arriver à un niveau donné. Et ce niveau-là que vous atteignez peut être réduit en rien à cause d'un simple divorce. Vous voyez tout ce que le mariage apporte à la femme. Peut-être qu'il y a des trucs que moi je n'ai pas pu remarquer ou bien citer. Vous les laisserez dans les commentaires. Mais qu'est-ce que le mariage apporte à l'homme? Nous avons dit que le mariage est un business. Ça, on l'a déjà développé dans la première partie. Nous avons dit que c'est un business. Et comme c'est un business, il faut quand même qu'il y ait des gains. Plus ou moins juste. Ou bien équitable pour chacun. Donc, vous avez vu tout ce qu'on a cité. Tout ça, la femme gagne tout ça. Mais le mariage va apporter quoi à l'homme? Je vais citer quelques gains pour l'homme. Et malheureusement, les gains de l'homme, il y a des gains positifs et des gains négatifs. Le seul gain négatif que le mariage apporte à la femme, c'est que le mariage empêche la femme d'être libre sexuellement. Même ça, c'est la même chose pour l'homme de nos jours. C'est autrefois que l'homme était libre de jouer sexuellement comme il voulait, un peu partout. De nos jours, c'est interdit. Bon, un peu, d'où les histoires de monogamie, etc. Donc, sur le plan négatif, c'est ce que le mariage va apporter à la femme. C'est-à-dire que, bon, une petite restriction sexuelle, puisqu'elle n'a que son mari. C'est pareil pour l'homme en tout cas. De nos jours,
Donc je disais, d'abord ce que le mariage va apporter à l'homme, c'est le sexe. Vous savez que la plupart des gens se marient juste à cause du sexe, sinon ils ne vont jamais se marier. La plupart. Ouais, un peu. C'est un sexe qu'il n'obtient la plupart du temps que quand sa femme le veut bien. Parce que elle peut dire, bon, je n'ai pas d'envie, ou bien je viens de préparer, je suis sale, ou bien l'enfant vomit sur moi. Elle a toujours une raison à donner. Ouais, un peu. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez entendre souvent les gens qui sont mariés, des femmes mariées, dire que leur mari les a violés. Sinon, combien un mari peut violer sa femme? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? C'est à cause de ce genre de conneries-là. Parce que le sexe que l'homme obtient dans le mariage, c'est quand la femme en a envie. Vous voyez? Et la société éduque l'homme à ne pas brutaliser la femme. Donc, chaque fois que la femme dit qu'elle n'a pas envie, il cède. Et pourtant, la même femme l'empêche d'avoir plus d'une femme. Ou un peu le piège. Alors que le sexe pour l'homme, c'est quelque chose de primordial, c'est très important pour l'homme. Donc ça, c'est son premier gain, qui peut lui être positif ou négatif, ça dépend des humeurs de sa femme. Le mariage va aussi lui apporter des enfants. Même si j'avais dit un peu plus tôt que les enfants là ne l'appartiennent pas, mais quand même, cet homme-là va éprouver un plaisir d'avoir des enfants. Il va se sentir un peu plus, si je peux dire, accompli. En tout cas, il est heureux quand il a des enfants. Et dès que les hommes ont des enfants, tout change dans leur vie. Tout. Et l'enfant va passer avant tout. Vous voyez un peu? Donc le mariage va lui aussi apporter des enfants qu'il pourrait perdre si les situations négatives survenaient. Il pourrait les perdre, ses enfants. Le mariage peut lui aussi apporter un soutien émotionnel, mais qui n'est pas garanti. Je dis que ce n'est pas garanti parce que la plupart des femmes ne comprennent rien aux émotions des hommes. On peut me dire que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Mais moi, je dis que c'est complètement faux. J'ai déjà expliqué un jour que les émotions viennent d'une partie du cerveau. Et si ça vient d'une partie du cerveau, les gens dont le cerveau fonctionne beaucoup plus, c'est les hommes. Donc, ce seraient eux qui sont plus aptes à éprouver ou bien à ressentir des émotions très fortes. Mais seulement que la nature ou bien la société, je dirais plutôt la société, les a entraînés à ne pas exprimer leurs émotions. Ouais, un peu. Donc ça fait que même, des fois quand ils ont mal, la femme elle s'en fout. Et de toute la façon, on dit aux hommes de ne pas pleurer, n'est-ce pas? Même quand ils ont des problèmes. Donc pour la femme, quand l'homme est triste, quand il a des problèmes, il doit les résoudre. Quand l'homme a des problèmes, il va parler à qui? Quand la femme a des problèmes, elle va s'adresser à son homme. Quand ses enfants ont des problèmes, les enfants vont s'adresser à papa. Quand même certains membres de la famille de la femme ont des problèmes, ils viendront s'adresser à son mari. Donc, lui, là, il encaisse tout ça là. Mais quand il s'agit de ces problèmes émotionnels à lui, bon, des fois, il a la garantie d'avoir un soutien émotionnel de sa femme ou bien de l'affection de sa femme, ou pas. C'est pas garanti. Je disais qu'il a la garantie, il n'a pas la garantie, il a la chance. Des fois pas. Mais ce n'est pas un soutien garanti, mais quand même, il a ce soutien. Le mariage va lui apporter des charges financières, des responsabilités, plus de soucis. Il perd ses cheveux, il devient gros et gras, souvent au niveau du ventre. Il stresse beaucoup. D'autres commencent pas à avoir des cheveux blancs à un âge très jeune.
Il stresse tout simplement parce qu'il a une famille à prendre en charge. Il a des problèmes à résoudre. Un peu. Et la famille, la plupart du temps, ne se limite pas seulement à sa femme et ses enfants. Ça s'étend jusqu'à la famille de sa femme. La plupart du temps, c'est comme ça. Surtout en Afrique. Ceux qui savent comment l'Afrique fonctionne, ou bien comment quelques parties de l'Asie fonctionnent, c'est comme ça. Vous épousez une femme, vous épousez toute sa famille. Vous voyez comment les hommes subissent des... comment est-ce que je vais l'appeler? Des souffrances. Ils subissent des trucs pas possibles. C'est dur émotionnellement pour les hommes. Mais un homme ne pleure pas, c'est ce que la société dit. Un homme est un robot. Ainsi, beaucoup de jeunes de nos jours meurent par AVC. Comment est-ce qu'un jeune peut mourir d'AVC si ce n'est pas les soucis et le stress? Ou un peu. Donc ça, c'est les choses que le mariage apporte à l'homme. Le mariage va l'empêcher d'être libre sexuellement, puisqu'on lui impose la monogamie. De nos jours, c'est ce que les femmes imposent aux hommes, sinon elles ne veulent pas se marier. Un sexe aléatoire, des enfants qui pourraient perdre, un soutien émotionnel pas garanti, des charges financières à n'en point fini, des responsabilités à n'en point fini, plus de soucis, perdre des cheveux, une santé fragile, ce genre de trucs. La plupart du temps, c'est ce que les hommes gagnent dans le mariage. Donc, si vous comparez, les gars, j'ai oublié même, en cas de divorce, l'homme perd tout. Je l'avais dit, et la femme gagne tout. Il va perdre tout au profit de sa femme. Ça, c'est encore une perte pour lui. Donc, si vous comparez les deux gains, c'est les gains de la femme et les gains de l'homme dans le mariage, à qui est-ce que le mariage profite? Je vous pose la question, répondez. À qui est-ce que le mariage profite? Donc, au vu de tout ce qui est dit ici sur les avantages du mariage selon chaque sexe, surtout le mariage tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est injuste. Parce qu'il y a une partie qui profite le plus. Étant donné que c'est un business, les hommes doivent donc faire quoi? Fuir le mariage tel que ça se fait aujourd'hui, ou bien soit se marier, mais à leurs conditions. Si jamais ils devraient se marier, les termes du contrat devraient être revus avant de passer au mariage. Sinon, ça ne vaut pas la peine de mourir, parce que les hommes aussi sont des enfants de quelqu'un. C'est aussi des humains. Donc, étant donné que c'est des humains, ils ont aussi ce droit de jouir de leur âme. Ils ne sont pas venus sur terre pour travailler les champs de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons nous plonger dans quelques statistiques concernant le mariage et les divorces aux USA. Je prends les exemples des USA d'abord parce que il y a des données disponibles. Moi, je suis un scientifique, je vous l'ai dit. Je travaille avec les données seulement. Soit les données, soit des hypothèses que moi-même je me fonde. Et j'essaie d'argumenter avec des exemples mes hypothèses. Donc, j'ai pris cette donnée des USA parce qu'il y a des données disponibles, on peut travailler sur ça. Et ensuite, parce que le monde, ou bien le reste du monde, essaie de copier les USA. Les gens peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent. Tout le monde essaie de copier la vie des USA.
C'est comme ça que ça marche. C'est d'ailleurs pourquoi les transactions sont faites en dollars. C'est parce que actuellement, c'est eux qui sont en puissance. Ça a toujours été comme ça dans le monde. Chaque fois qu'il y a une partie du monde qui brille, tout le reste essaie de copier cette partie. C'est humain. C'est normal. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Il n'y a rien de mal à ça. Et donc, on a pris les données des USA. Et je suis sûr que ce qui se passe aux USA actuellement, ça se passe déjà en Afrique. Ça se passe déjà dans les autres parties du monde. Seulement que, comme on n'a pas les données, les gens pensent qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a des choses qui se passent même en Afrique, pire que ce qui se passe aux USA. Quand on va commencer par avoir les données, on verra plus clair ce qui se passe. Donc, d'après le site www.wf-laos.com, quand vous allez là-bas que vous cherchez la rubrique divorce et statistiques, divorce, statistics and facts, on note les points suivants. Ils ont fait une étude et ils ont fait, c'est-à-dire que, on dit ça en français, un ratio sur 1000 femmes mariées. Et il dit ceci. Presque 50% de tous les mariages des USA finissent en divorce. Presque 50%. Donc, vous convenez avec moi que le mariage étant un business, toute entreprise qui a 50% de chances d'échouer n'est pas une bonne entreprise. Les gens n'investissent pas. En tout cas, les investisseurs, les gens de la finance ne mettent pas leur argent dans ce genre d'entreprise. Parce que ça a au moins 50% de chances d'échouer. Et ça, c'est sans compter les mariages malheureux. Ok? C'est juste les mariages qui échouent, ça. À peu près 50%. Ça, c'est les données des USA. Donc, les chercheurs estiment aussi que 41% de tous les premiers mariages, 41% de tous les premiers mariages finissent en divorce. Vous voyez que c'est encore un ratio très élevé. 41%, c'est élevé. 60% de tous les seconds mariages finissent en divorce. C'est-à-dire quelqu'un qui a été déjà marié, il se remarie, c'est que lui, il a plus de chances de divorcer. Et 73% de tous les troisièmes mariages finissent en divorce. C'est-à-dire, si on voit, malheureusement, il n'y a pas d'illustration avec une courbe. Si on voit ça, veut dire que plus un homme est déjà marié une fois, plus il a la chance de divorcer. Que ce soit un homme ou bien une femme. Ok? Plus on s'est déjà marié une fois et on a divorcé, plus on a la chance d'être divorcé encore si on se remarie. Mais les gens vont se demander pourquoi le divorce? S'il y a divorce, c'est qu'il y a un problème. Mais qui initie le divorce? C'est là la grande question. Qui initie le divorce? Vous allez être étonné. Et tenez-vous bien que la plupart des divorces sont initiés par les femmes. Et pourquoi? Parce que ça les bénéficie. Moi-même, à leur place, je ferais la même chose. Si je vais tirer un gain d'une entreprise, pourquoi je ne vais pas le faire? Je vais le faire rapidement. Oui, un peu. Donc, d'après les statistiques toujours des USA, l'âge moyen pour les couples qui font leur premier divorce est de 30 ans. L'âge moyen pour les couples qui font leur premier divorce est de 30 ans. Vous voyez que c'est trop tôt, 30 ans. Ça, c'est l'âge moyen pour avoir le premier divorce. 60% de tous les divorces comportent des gens entre 25 et 39 ans. 60%. On voit encore que c'est trop tôt. 25 et 39 ans, c'est encore rien du tout quoi, dans la vie d'un homme. Surtout pour les hommes. Peut-être que jusqu'à 39 ans, les femmes commencent déjà par vieillir. Mais déjà, 49 ans, l'homme, il est encore frais.
Ouais, c'est en ce moment que sa vie commence. On dit que 60% des divorces sont compris entre 29 et 30 ans. Et que, c'est toujours d'après leurs statistiques, hein, et que c'est les femmes qui sont les gens qui demandent souvent le mariage à un ratio de 66% en moyenne. 66%. Et que maintenant, de nos jours, ça atteint les 75%. Donc ça veut dire que de nos jours, les femmes demandent le divorce à 75%. Donc c'est elles qui demandent le mariage, c'est elles qui demandent le divorce. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est les femmes qui mettent la pression pour le mariage. Sinon les hommes n'ont pas envie de se marier parce que ça ne leur apporte pas grand chose. Donc elle va mettre la pression pour se marier et elle va mettre la pression pour être divorcée. En gros, elle fait quoi? Elle fait un business gagnant-gagnant, mais pour elle seulement. Dans l'autre sens, c'est perdant-perdant. Elles sont très douées. Et pourtant, on s'était dit le jour du mariage que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais dès que les problèmes commencent à surgir, surtout les problèmes financiers, on se bat, on se taille rapidement. Il n'y a plus de soutien. Malheureusement, c'est ce que la plupart des femmes font. Ok? Elles sont là uniquement que pour le meilleur. Elles s'en fichent pas mal des belles années que vous aviez passées ensemble. Ça leur importe peu. Dès qu'elle ne trouve plus son compte, elle entame le divorce. Parce que vous ne performez plus. Pourquoi elle va rester? Elle vous a épousé pour ça? Oui, un peu. Donc, toujours d'après ces statistiques, ils ont essayé de donner quelques protections avec les taux élevés de divorce. Les professions où les gens sont plus aptes à divorcer. Et la première profession, c'est les danseurs. À 43%. Donc, ça dit que si vous épousez un danseur, que ce soit un homme ou bien une femme, vous avez la chance de divorcer rapidement. Et c'est tout à fait normal. Un danseur, il est tout le temps là à fricoter avec les gens. C'est normal qu'il ait des tentations. Et vous allez divorcer. Ça, c'est normal. Le deuxième type de boulot avec le taux plus élevé de divorce, c'est les serveurs. C'est les serveurs. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours conseillé mes amis, si vous allez épouser des femmes là, les femmes serveurs, les artistes, les femmes qui ont des missions accomplies, ça c'est pas des femmes pour vous. Ça c'est des femmes pour le monde entier. Ouais, un peu. Donc les serveurs ont aussi un taux élevé de 38,4% d'être divorcés. Ensuite, les massages thérapeutes. Ça, c'est encore un nouveau boulot. Vous tous, j'espère que tout le monde a déjà fait un massage chez une thérapeute. Et bon, quand vous êtes un peu curieux, vous savez ce qui va se passer à la suite du massage. Donc, je ne vous invente rien. Et non pas pour dire que tous les massages thérapeutes sont comme ça, non. Mais la plupart sont comme ça. Donc, ça fait que le taux aussi de divorce est élevé. C'est 38,2%. Et les gens qui travaillent dans le secteur des jeux, eux aussi ils ont un taux élevé de divorce à 31,3%. Ok. Maintenant, ils ont donné aussi le contraire, c'est-à-dire les métiers où les gens ne divorcent pas trop. Il y a les agriculteurs, 7,63%, c'est eux qui occupent le premier rang. C'est le rang un peu plus élevé, ça quoi. 7,63% les agriculteurs. Il y a les clergés, 5,61%. Et aussi le risque de divorce est très faible.
les agriculteurs ingénieurs, c'est 1,78%. Oui, un peu. Et moi, je vais même ajouter un groupe, ou bien deux groupes. Les gens qui roulent les camions, c'est des gens qui ne divorcent pas trop. C'est rare de le voir divorcer. Pourquoi? Parce que la femme étant un être qui n'a pas besoin de voir son mari tous les jours, donc ça fait que quand le mari est en train de conduire à des kilomètres, elle est libre. Ouais, un peu. Donc les petites envies, elle peut les assouvir. Donc elle ne cause pas trop de problèmes à son homme, puisqu'ils ne se voient pas tout le temps, ils ne se connaissent pas vraiment. Un peu. Donc c'est pareil pour les gens qui travaillent dans l'armée, ils ne sont pas tout le temps là. C'est la même chose. Donc eux aussi, ils ont un risque de divorce un peu bas. Je ne connais pas le taux, mais c'est une remarque que j'ai faite. Un peu. Et en dernière chose concernant les statistiques, c'est que ils ont aussi donné la fréquence à laquelle les divorces surviennent aux USA. Donc, ils disent que chaque 13 secondes, il y a un divorce aux USA. Chaque 13 secondes. Et cela équivaut à 277 divorces par heure, 6646 divorces par jour, 46 523 divorces par semaine et 2 419 196 divorces par an. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 9 divorces dans l'instant où les gens sont en train de lire les vœux de mariage là. Nous sommes liés pour la vie, ou dans le bonheur, le malheur, ce genre de conneries. Quand ils sont en train de lire ces genre de choses là, il y a 9 divorces qui sont en train de se passer. Et qu'il y a 554 divorces surviennent souvent lors de quand ils regardent les comment l'appelle-t-on, les films romantiques. Les films romantiques durent combien? Ça dure 2 heures, non? Donc souvent dans les 2 heures là, il y a au moins 554 divorces qui surviennent. Qu'il y a 1385 divorces qui surviennent lors des réceptions de mariage. Et les réceptions de mariage durent combien de temps? La plupart du temps, 5 heures de temps. Donc dans les 5 heures de temps là, il y a au moins 1385 divorces qui surviennent. Ouais, un peu. Et que la plupart des premiers mariages finissent au 8e année. La plupart des mariages finissent à la 8e année. Et ils ont donné un chiffre, c'est-à-dire 19 353 568 divorces. Au bout de 8 ans, c'est le chiffre là qui est enregistré. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes marié, sachez que jusqu'au bout de 8 ans, vous avez une chance très élevée de divorcer. Je ne me souviens plus du podcast dans lequel je disais que la plupart des couples vont durer 5 ans. Et le reste des 3 ans, c'est se supporter. Souvent même, c'est le vrai bonheur qui vit là, c'est souvent les 2 ou les 3 premières années. Le reste là, c'est se supporter seulement. Oui, un peu. Donc c'est quand ils sont vraiment fatigués l'un de l'autre là. Alors, le divorce est entamé. Oui, un peu. Il y a aussi une autre statistique qui dit que la plupart des Américains de 18 ans ou plus, qu'ils soient une fois mariés ou pas, ont 25% d'avoir subi les conséquences du mariage, qu'ils soient mariés ou pas. Étant âgés de 18 et plus, ils ont quand même cette chance-là d'avoir subi 25% de chance d'avoir subi quelque chose qui a rapport avec le divorce. Oui, un peu. Et que aujourd'hui,
15% des femmes adultes aux USA sont divorcées. 15%. Comparé à un peu plus moins dans les années 1920. Dans les années 1920, c'était à 1%. Et de nos jours, c'est à 15%. Vous voyez un peu. 15% des femmes adultes. Donc, ça, c'est ce que les statistiques ont donné. Il y en a plein, mais j'ai juste pris... j'ai juste lu quelques-unes au hasard. Donc, vous avez vu, durant tout ce long podcast, que le mariage est un vrai business. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous rencontrez une femme et que votre relation évolue, les questions qu'elle vous pose sont des questions toujours pareilles. Peu importe la femme, c'est toujours les mêmes questions. Tout le monde a déjà fait la remarque, en tout cas tous les hommes. Les questions sont les suivantes. Que fais-tu dans la vie? Tu viens de quelle famille? Tu fais quel travail? Voilà, tu habites où? C'est pour voir le quartier. Le boulot, c'est pour voir à peu près votre niveau financier. Un peu. As-tu une voiture? As-tu une maison? C'est toujours ce genre de questions qui sont posées. C'est juste pour voir combien vous pesez en termes de ressources. Est-ce que ça pourrait faire son affaire si jamais elle vous accepte comme mari? Ce n'est pas vous vraiment qui l'intéressez. Quand elle veut épouser, c'est votre aide qu'elle veut épouser et non vous. Pendant ce temps, vous épousez ses problèmes. Et si jamais vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes, là, vous devenez un homme irresponsable. Vous n'êtes pas un vrai homme. D'après la définition du vrai homme. Donc, les femmes n'épouseront jamais un homme qui n'a rien. La femme épouse un homme qui l'arrange. Ok? Quand vous voyez une femme qui épouse un homme qui n'a rien, soit c'est qu'elle est vraiment, vraiment laide, ou bien elle est vieille. Vous voyez un peu. Donc, elle cherche quelqu'un juste pour le besoin sexuel ou bien le besoin émotionnel. Mais quand elle est vraiment femme, et quand elle est vraiment dans son heure de gloire, pourquoi elle va vous épouser? Vous n'avez rien. Donc, c'est pourquoi elles veulent déjà un homme qui a tout, un homme établi. Et l'autre, elle vient seulement avec sa valise, elle s'installe, elle consomme, elle jouit des ressources, et puis elle se cherche une fois que c'est fini. Si les ressources sont finies, elle va se tailler. Très peu de femmes voudront épouser un homme qui n'a rien et lutter avec lui pour construire quelque chose. Même cette chose-là, des fois, je doute. Je doute vraiment. Parce que les couples, quand on nous montre que la femme a soutenu l'homme, tout ça là, quand vous regardez bien, il y a un petit truc qui cloche. Ce n'est jamais clair. Les gens me parlent souvent du couple Obama. Mais quand je regarde ce couple, je revois leur début. Quand vous voyez la femme Michelle Obama, elle n'est pas très belle. C'est pas pour la dénigrer. Hein. Non, 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 non. Elle est comme elle est. Et puis à l'époque, il faut voir son âge. Bon, ce sont des aspects, des facteurs que les gens ignorent. Tout ça la compte. Une femme peut épouser un homme qui n'a rien quand elle voit que cet homme-là a le potentiel de devenir quelque chose. Sinon, ça ne se passe pas. C'est impossible. Ouais, un peu. Et dans ce lot de femmes qui peut épouser un homme qui n'a rien, il y en a, comme je le disais, qui sont très laides. Il y en a qui ont atteint déjà leur apogée, c'est-à-dire que leur carrière est derrière elles. Donc, elles acceptent quoi? L'homme disponible, afin de ne pas vieillir seul. Encore une fois, c'est du business. Mais ici, sous forme émotionnelle et sexuelle. Oh yeah! C'est vraiment malheureux, mais c'est comme ça. C'est un vrai business. Ouais.
Je sais que mon interprétation du mariage ne va pas plaire aux gens, mais ici je vous ai dit, c'est du hardcore. Le mariage ressemble à une prostitution légalisée par l'État et la religion. C'est juste à ça que ça ressemble. Puisque les prostituées aussi échangent juste leur sexe contre les biens ou ressources que les hommes peuvent leur en procurer. Donc la seule différence avec le mariage, c'est que ce dernier est signé, acheté par l'État ou le chef religieux et est souvent célébré au vu et au su de tout le monde. C'est la seule différence. Et puis il y a une autre différence, c'est que quoi? Le mariage est célébré par la société, alors que les prostituées autres sont dénigrés par la société. Sinon, en pratique, c'est la même chose. Mais il y a une façon qui est faite avec beaucoup plus d'art, avec beaucoup plus de subtilité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, dans le fond, il n'y a pas une grande différence. Comme je le disais, si le mariage comme on le connaît était basé sur l'amour, n'importe qui épouserait n'importe qui au nom de l'amour. C'est justement parce que c'est un business que les gens font autre choix que l'amour. Les gens font plutôt des choix basés sur la subsistance et la survie. On remarque plutôt que les gens sont amoureux d'autres personnes et vivent sous le même toit avec d'autres personnes. C'est pourquoi les gens, vous allez voir les gens dans la vie, vous dites, mais les gens là, ils s'aiment, pourquoi ils ne sont pas mariés? C'est parce que le mariage est un business, ce n'est pas question d'amour. Donc c'est pourquoi les gens qui s'aiment rarement se marient. Parce que l'amour ne va pas nourrir la femme. C'est l'homme qui recherche l'amour. La femme n'est pas à la recherche de l'amour. Donc ça fait que beaucoup de gens sont sous le même toit, mais ils ne s'aiment pas. Ils vivent seulement ensemble. Leurs amours sont ailleurs. L'amour de la femme, c'est l'homme alpha qui est dehors, avec qui elle va se procréer de temps en temps, ou bien juste jouir de temps en temps. L'amour de l'homme aussi, soit c'est sa femme là, qu'il a pris comme esclave, ou soit c'est une femme dehors, qui n'a pas pu épouser parce qu'il était pauvre. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Et les conséquences de cela, vous le savez bien comment. Oh yeah. C'est la tromperie. Quand deux personnes qui ne s'aiment pas vivre ensemble, vous attendez à quoi? Ils vont se tromper. S'ils venaient à découvrir leur tromperie, peut-être ça peut pousser au meurtre, ça peut pousser au crime passionnel, ça va engendrer des enfants bâtards, ça va engendrer des suicides, etc. C'est juste que des problèmes. Quand deux personnes qui vivent ensemble ne s'aiment pas. C'est à ça que ça conduit. Ou un peu. Les crimes passionnels ont un record ou bien un taux très élevé parmi les crimes. Les crimes passionnels ont un taux très élevé. Tout simplement parce que les gens vivent ensemble, mais ne s'aiment pas. Tout simplement. Un peu. Les plus faibles, eux, ils vont se suicider quand ils vont découvrir les conneries. Vous voyez? Donc, moi, je crois qu'on ne devrait pas se marier parce que la femme a des jolies courbes ou que l'homme est riche. Si c'est sur cette base que les gens se marient, c'est déjà faussé. Ok? Parce que la beauté de la femme se fane. Et l'argent de l'homme peut finir. Mais l'objectif du mariage, s'il était basé sur de bonnes bases, maintiendra le mariage face aux intempéries qui pourraient survenir plus tard. Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'ai dit qu'un jour je parlerai de l'Afrique, comment l'Afrique était, comment les gens se mariaient en Afrique. Donc ici, nous, notre vision du mariage, c'est que le mariage devrait être une vision. Ça devrait être un empire.
que le couple veut bâtir. Et dans ce couple, que ce soit une femme, deux femmes, trois femmes qui sont avec cet homme-là, elles doivent travailler à bâtir leur empire avec leur mari. Et cet empire doit être fondé sur quoi? Sur l'amour comme premier principal, ce que j'appelle l'amour, c'est-à-dire le respect. C'est ça, le premier pilier qui devrait être la base du mariage. C'est-à-dire que le respect mutuel entre l'homme et sa femme ou bien ses femmes. Et l'homme aura encore un autre devoir à part le respect. C'est donner beaucoup d'affection à ses femmes. Ça, ce sont les bases. Je sais que la femme n'est pas capable d'aimer un homme. C'est juste des envies passagères. Donc, ce serait ça, les bases. Le premier pilier principal. Le respect, c'est-à-dire l'amour. Parce que s'il y a l'amour, on ne se lassera pas dans la construction de l'empire. On continuera parce qu'on a un objectif. Mais si ce dernier est basé sur les raisons autres que l'amour, c'est parti pour ne pas durer. Ça durera le temps que les gains recherchés par les parties engageantes continueront à tomber. Et malheureusement, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Dès que l'entreprise du mariage ne donne plus des fruits escomptés, on prend la poudre d'escampette. Chacun se cherche. C'est-à-dire, dès que l'homme constate que la femme a grossi, ou bien elle n'est plus jolie comme elle était avant, il va aller voir ailleurs. Et quand la femme aussi constate que l'homme n'arrive plus à lui donner les ressources qu'elle voulait, elle se cherche aussi. Donc, il faut un effort mutuel. Le mariage doit d'abord être spirituel avant d'être matériel. Vous voyez un peu? C'est vrai que le physique, le matériel, ça compte énormément, mais c'est insuffisant pour faire un mariage. C'est insuffisant. Le mariage n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose à cause de la façon dont il est pratiqué. Sinon, le mariage consiste, ou bien je crois que son premier rôle, c'est de pouvoir garder l'équilibre et la structure de la société. Si on supprime ça, ça veut dire que nous devenons des animaux. Actuellement, nous sommes des animaux, mais nous arrivons quand même avec quelques règles et quelques normes à nous contrôler un peu. Dès qu'on enlève ces normes, c'est fini. Nous devenons complètement des animaux. C'est-à-dire que votre femme peut coucher avec celui-ci et bien aller coucher avec l'autre. Ben, ce n'est même plus votre femme puisque vous n'êtes plus marié. Bon, n'importe qui peut coucher avec n'importe qui. Les enfants vont naître des bâtards. Voilà. Ce serait tout un désordre. Tout un désordre. Et il n'y aura plus de la pitié. Nous allons devenir vraiment des animaux dans la grande jungle. Ce serait comme ça. Oui, un peu. Donc, il faut vraiment être prêt avant de se marier. Quand je dis prêt, je ne parle pas de la finance ici. Il faut vraiment être prêt en tant que femme ou bien en tant qu'homme avant de se marier. Et cela ne dépend pas de l'âge, de l'argent, de la beauté ou bien du pouvoir. Il faut de l'amour, de l'aide mutuelle et de la tolérance. Et cet amour doit être du respect, de l'attraction physique et sexuelle. Parce que ce sont les choses du mariage. Je vous ai dit, la plupart des hommes se marient pour le sexe. Et la plupart des femmes se marient à cause des ressources. Donc, dans le mariage, il va falloir un peu de tout. Un peu de tout. Ok? Parce qu'un mariage où il y a beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas de sexe, il y a tromperie. Un mariage où il n'y a rien et que c'est seulement le sexe aussi, ça cause problème. Donc tout ça là, ce sont les ingrédients du mariage. Voilà.
Mais moi, je crois que quand il y a ce respect mutuel là, l'attraction physique sexuelle là, ça vient naturellement. Et vous allez voir que l'homme même, quand il est à l'aise comme ça, il se bat pour rapporter des choses à sa femme. Même s'il n'est pas riche, il fait des efforts. Oui, un peu. Ici, je ne parle pas des petites émotions causées par l'adrénaline, des petites émotions causées par les envies passagères. Non, 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 non. Je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle des sentiments les plus profonds. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, vous voyez votre partenaire, la personne vous inspire du courage, en même temps de la pitié, en même temps de la responsabilité. Il faut que cette personne vous inspire quelque chose. Vous avez envie de garder la personne, vous avez envie de lutter pour cette personne, pour le bien de cette personne. S'il n'y a rien de tout ça, ne vous mariez pas. Vous pouvez vous chicoter de temps en temps, mais ça ne vaut pas la peine de se marier. Ouais, un peu. Donc aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter ici, j'ai trop parlé. J'ai même faim. J'ai même faim. Je vais aller grignoter un petit truc. J'ai faim. Ouais, un peu. Et donc aujourd'hui, nous avons démontré encore une fois, avec les statistiques, l'histoire, à l'appui, que le mariage est un business pur et simple qui est fondé sur de mauvaises bases. Et nous allions aussi faire une suggestion de ce que devrait être le mariage. Voilà, ça c'est notre vision du mariage. C'est ce que moi, mes ancêtres faisaient. Avant que les choses ne se changent. Donc, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez surtout. Et n'oubliez pas de commenter et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines bombes. Voilà, ciao!